Et je voulais savoir qu'est-ce qui t'a donné le déclic déjà de vouloir créer ta page. Alors moi j'ai fait des études de communication. Je travaille toujours à la SNCF et à l'époque mon projet c'était d'être chargée de communication à la SNCF. Donc j'avais une énorme frustration, je venais d'avoir mon diplôme que j'avais passé à 28 ans. C'était compliqué mais je l'ai eu et j'ai acheté mon appartement juste après. Et en fait voilà, j'avais le but de faire ça et il y avait cette frustration qui faisait que j'arrivais pas à avoir ce poste-là et donc je me suis dit comment je vais allier mon besoin de communiquer et en même temps cette envie toujours d'aider et de partager et de communiquer. Donc, comme j'adore écrire, j'adore la langue française, je suis passionnée par les mots, je trouve que la langue française est extraordinaire. Je me suis dit, je vais écrire un blog. Et à l'époque, les blogs étaient super à la mode et je lisais beaucoup de blogs. Et quand je lisais les blogs, je me disais, waouh, c'est fou, tu peux raconter ta vie comme ça, les gens, tu sais, ils t'écoutent, ils te lisent. Je me disais, c'est extraordinaire. Donc je me suis lancée. Et j'avais le projet avec des copines de faire un truc un peu vite fait. Et finalement, je me suis lancée toute seule. Et c'est la meilleure décision de ma vie. Ah, mais super. Super, moi je me rappelle, j'avais un blog aussi à l'époque, mais aujourd'hui d'ailleurs j'y croyais pas, mais j'aurais dû. Super, super. Et c'est vrai que tu parlais justement de l'écriture. Qu'est-ce qui t'a. Est-ce que c'était inné entre guillemets ou tu as eu un déclic aussi pour aimer l'écriture, aimer lire, aimer la langue française finalement? Alors moi je suis arrivée en France parce que je suis née à Dakar. Je suis arrivée en France à l'âge de 4-5 ans. Dans des conditions un peu compliquées qui ont fait que j'étais traumatisée et j'étais incapable de dire un mot. Enfin, je disais des mots mais qui n'étaient pas tout à fait compréhensibles. C'est-à-dire que j'ai passé ma scolarité du CP au CE1, CE2 où je ne comprenais rien de ce qui se passait et le fait d'avoir eu un orthophoniste, ça m'a permis de comprendre les mots et de comprendre ce qui se passait autour. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait ma première rédaction, premier baiser. Ma mère était énervée, j'écris sur ça. Elle me dit, pourquoi tu parles de ça, t'avais pas d'autre chose à dire. Et j'ai eu mon premier 10 sur 10. Moi j'étais heureuse. Ah, génial. Comme quoi. Alors elle était sur le sujet, moi j'étais sur le 10 sur 10. Enfin, chacun sa perception. Mais en tout cas, ça m'a révélée. Et c'est vrai que je trouve que et puis tous les textes qu'on a appris, les figures de style, ce pouvoir de choisir les mots pour exprimer quelque chose, je trouve ça facile. Ah bah oui, complètement. Et d'ailleurs, souvent les conversations qu'on peut avoir, si tu utilises différents mots, t'as pas la même portée. Exactement. Il y a que la langue française qui te permet. Il y a beaucoup de langues, mais la langue française est tellement riche dans les mots, que tu peux te permettre de faire, de jouer. Et je trouve ça très très bien. C'est génial. Et tu parlais tout à l'heure de Maï Conseil. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais concrètement? Et si j'étais une jeune femme qui voulait être accompagnée par Maï, comment ça se passerait? Alors, l'agence My Conseil, c'est avant tout une agence de conseil en images et de développement personnel. J'ai toujours été fascinée par la mode, j'ai toujours été fascinée par l'image. Moi, dans ma famille, on est très sur comment on s'habille, comment on se présente. Enfin, voilà, j'ai toujours vu ma mère et ma grand-mère dans des tenues extraordinaires. Et c'est vrai qu'en Afrique, c'est plus simple de s'habiller. On est plus à l'aise avec notre corps, on est à l'aise avec les formes, on se pose beaucoup moins de questions, on adore les couleurs. Et j'ai trouvé ça tellement triste d'avoir des femmes ici qui ne se rendent pas compte de leur potentiel, de la chance qu'elles ont de pouvoir mettre n'importe quel vêtement. Et de se limiter comme ça. Et donc vraiment ce but-là, c'était vraiment de libérer et de se dire, voilà, le vêtement, il est là pour que tu puisses exprimer quelque chose et pas pour te limiter. Donc voilà, utilise ça à bon escient et éclate-toi avec les vêtements en fait. Et d'ailleurs, je sais pas des fois si tu l'as remarqué, mais selon comment tu es habillée, des fois tu as l'impression d'être une autre personne. Et d'ailleurs, moi je me rappelle, je m'étais fait la réflexion il y a bien longtemps, j'avais une DRH qui venait souvent en basket. Je me dis, mais quelle idée de venir en basket et DRH. Et en fait, ça joue. Ça joue énormément parce que quand tu es bien habillé, tu te sens aussi porté un peu par l'habillement. Et inversement, c'est pour ça d'ailleurs, la réflexion était finalement un peu intéressante aussi à mon âge, mais je me disais, mais tu peux mettre tes RH, mettre tes baskets. Mais en même temps, quand tu vis aussi, quand tu commences à avoir un peu d'expérience, tu te dis que c'est vrai qu'on travaille avec la tête, pas forcément avec l'habillement. Et puis des fois, on peut être sujet aussi à nos émotions. Donc,
des fois tu te sens pas bien, donc tu te dis je vais m'habiller un peu, aller en basket, même si basket ça veut pas dire que tu es mal habillé, hein, mais du coup, c'est là aussi qu'on se dit, bon, bah, on est capable aussi d'aller au-delà du vêtement. Donc il y a un peu ces deux phases-là. Mais effectivement, c'est important d'avoir conscience de l'image qu'on peut donner aussi. Exactement. Et puis moi, j'ai des vêtements doudou. Par exemple, cette veste-là, je vais la mettre dans certaines situations et je sais qu'il ne peut rien m'arriver. C'est une veste invincible. Je me sens tellement bien dedans que voilà, j'ai des vêtements en fait, je vais porter dans certaines situations et ça va être mon doudou, ça va être mon voilà, ça va me donner confiance, ça va me donner de la force. Et en même temps, c'est quelque chose que j'ai envie de porter, que j'ai choisi de porter. Je ne le mets pas parce que je dois le porter. Et tout est là, dans l'intention en fait. Ouais, mais c'est vrai que ce que tu dis, moi je me rappelle aussi avoir eu une réflexion un peu, mais je pense que beaucoup de femmes l'ont aussi, c'est que tu sais, quand on est porté aussi sur l'habillement, des fois quand tu te fais draguer, séduire un peu, on a tendance à oublier en fait qui tu es. Et c'est vrai que moi j'ai eu ce cas-là quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus pimpante, plus machin. Et puis je me suis dit un jour non, parce que j'avais l'impression d'attirer plus. Et de ne pas être en phase avec ce côté hyper, on va dire, excentrique au niveau de l'habillement. Et en même temps, je voulais aussi assumer ce côté intello, quoi. Voilà, parce que j'aimais lire, parce que aussi j'ai autre chose dans la tête que l'habillement. Et j'ai l'impression, et c'est une question aussi, qu'on n'arrive pas encore à accepter ça en tant que femme, de se dire, je peux être très légère, hein, c'est pas un jugement, et aussi avoir un cerveau. Exactement. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que l'énergie féminine qu'on peut dégager, c'est l'énergie séductrice. On est pour la plupart très mal à l'aise avec ça alors que c'est un pouvoir. Tu as le pouvoir sur les hommes, mais sur les femmes aussi, d'assumer l'énergie que tu renvoies. Et c'est vrai que quand tu es jeune, c'est compliqué. Moi, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais beaucoup plus sexy que là. Et c'est pas pour autant que j'étais beaucoup plus à l'aise. Aujourd'hui, je m'habille d'une certaine façon, même si je suis sexy et même si les hommes vont avoir un regard sur moi, ça ne va pas m'atteindre. Parce que je sais pourquoi j'ai porté ce vêtement-là et je sais quelle image j'ai envie de renvoyer. Voilà. Et tout est là, à partir du moment où tu es aligné. Et ce côté séductrice, j'en joue quand j'en ai envie. En fait. Et c'est pas je me laisse déborder par la personne. Il faut arriver à avoir cette aisance-là aussi. La relation mère-fille. Ah, ça, c'est très puissant. Et je voudrais que tu nous en parles un peu et surtout que tu mettes un focus sur l'impact que ça peut donner aujourd'hui par rapport à l'éducation. Alors c'est intéressant que tu m'en parles parce que étant donné que j'ai grandi sans mon père, j'étais persuadée qu'au moment où j'allais écrire ce livre, la partie la plus compliquée pour moi ce serait papa. Et finalement, la partie maman a été une catastrophe. Tellement que je me suis posée pendant 2 mois, j'étais incapable d'écrire des mots. Vraiment. Parce que j'avais pas prévu d'écrire les paragraphes que j'ai écrits. Le but, c'était avant tout de donner une image fabuleuse de ma mère, tu vois, de ma famille. Et en aucun cas, je me serais, entre guillemets, permise de me dire, bah écoute, tu peux dire aussi les moments qui n'étaient pas bons, parce que ça fait partie de ton histoire. Ça t'a permis de grandir et ça va permettre aussi de casser cette image de, en fait, on est des êtres humains. On oublie que nos parents sont avant tout des êtres humains avec leurs traumatismes, avec leurs faiblesses, avec leur vulnérabilité. Donc à partir du moment où je me suis dit, Maï, le but c'est pas de dire ta mère, ce qu'elle a fait c'est nul, elle est horrible. Le but c'est vraiment de partager pour se dire que en tant que mère ou en tant que fille, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de faire des choses qui vont te faire du mal, on a le droit d'être toxique à des moments de notre vie, mais ça ne nous définit pas. Exactement. Et donc à partir du moment où j'ai accepté de me dire, voilà, ma mère a fait ce qu'elle avait à faire, et puis quand j'ai écrit ce livre-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un moment que je n'ai plus de communication avec elle. Et quand je l'ai écrit, j'étais encore dans ma douleur, j'étais vraiment dans ma blessure, je lui en voulais énormément et je ne comprenais pas pourquoi il y avait ces schémas-là qui revenaient à chaque fois. Et le fait d'avoir posé ces mots-là, ça m'a libérée énormément. Et encore plus quand mon livre est sorti, que j'ai dû faire la présentation, et lire à voix haute, devant tout le monde, c'est parti. Ah bah oui, j'imagine. Donc voilà. Aussi, je me suis mise à la place du personnage, donc toi, et je me suis dit c'est fort, et en même temps, je trouve que c'est important de le faire. C'est important aussi, et non pas encore une fois pour dénigrer nos parents, mais comme tu disais, pour pointer aussi les erreurs, et surtout pour, je pense aussi pour les nouveaux parents qui arrivent, se dire, ok, tu vois, si je lui dis ça, c'est-à-dire que moi aussi je peux faire des erreurs, je peux les corriger. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort. Et je voudrais aussi que ce message puisse passer à travers beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes garçons, parce que tout le monde peut être touché par cette histoire-là.
Ça, c'est le premier point que j'avais vu, en tout cas, bravo, de l'avoir mis en évidence. Et puis, il y avait aussi l'amour de soi. Ça revient dans 2-3 bouquins que j'ai lus là récemment. Je me dis, comment on arrive à cheminer? Et d'ailleurs, attends, je reviens juste sur un point avant ma question, parce que on parle d'amour de soi, mais aussi il y a un point qui est très fort, que tu dis, c'est que tu sentais que ta mère ne t'aimait pas. Ça me touche, hein, ça monte en moi, et je me dis, comment on arrive à prendre conscience de ça déjà? Et comment on arrive à se construire avec ça? Ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que moi, j'ai grandi en ayant une maman qui me disait que j'étais moche, que j'étais bête, que ce que je faisais, c'était pas forcément... Et quand je rentrais pas dans ce qu'elle voulait, voilà, c'est une mère qui boude, une mère, voilà. Mais c'est une mère qui fait ça parce qu'on l'a élevée comme ça. C'est-à-dire qu'elle me disait ça et en même temps, je dis, bah, ma mère me l'a dit, il n'y a aucun souci avec ça. Tu vois, donc du coup, qui sait les mots, parce qu'elle les a vécus, mais qui ne se rend pas compte non plus de l'impact que ça peut avoir sur son enfant. Et donc du coup, c'est pour ça que moi j'ai grandi à une période, j'ai eu une période dans mes 20-25 ans où j'étais persuadée que j'étais Naomi Campbell. Voilà. J'avais besoin de me dire que j'étais extraordinaire, j'étais belle, que j'étais... C'est important. C'est important. Même si j'en étais absolument pas convaincue. Mais ça me donnait la force en fait d'avoir cet amour de soi que j'avais l'impression de me donner en me disant oui non mais t'es Naomi Campbell, t'es magnifique, il n'y a pas de souci avec ça. Et en fait quand j'ai appris, et c'est là où le conseil en image est important parce qu'on reproduit des schémas, on reproduit des gestes sans comprendre réellement ce qu'on fait. On met des vêtements parce que la mode veut, parce que le corps veut, parce que ceci, sans comprendre. Voilà. À partir du moment où tu es aligné avec ton corps, tu es aligné avec l'image que tu renvoies, tu es aligné avec ce que tu fais, tu comprends mieux ton corps, tu l'acceptes mieux et donc du coup l'amour vient plus naturellement. En dehors de ça, la relation que j'ai eue avec ma mère, moi, je ne sais pas à quel moment, en tout cas, j'ai compris qu'elle était réellement toxique et que ma mère ne se rendait pas compte qu'en fait, finalement, elle ne s'aimait pas elle-même. Donc, comment elle pouvait me donner l'amour que moi, j'avais besoin de recevoir? Je pense qu'elle-même ne s'en rend pas compte, mais il y a plein de choses qui l'ont tellement traumatisée. Elle a vécu tellement de choses où on lui a fait comprendre qu'elle n'était pas assez, qu'elle n'a pas su rendre tout ça. Et donc aujourd'hui, je suis en capacité de le dire parce que voilà, j'ai écrit, parce que j'ai accompagné, parce que voilà. Mais ça a été très 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 compliqué. Et je pense que si aujourd'hui j'ai pas d'enfant, c'est en grande partie à cause de ça, parce que moi le côté fabuleux que les gens vont avoir sur les enfants, moi je l'ai pas. Je suis pas, quand je pense à un enfant, je suis pas là, ah c'est extraordinaire, je vais tomber enceinte. Oui, après, je te rassure aussi, hein, moi j'ai eu des enfants et pas que le côté fabuleux. Et c'est d'ailleurs aussi, et je pense que c'est un peu notre société qui véhicule ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs ça peut choquer d'avoir des regrets parentaux ou des mères qui regrettent d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai, et d'autant plus dans de nos cultures africaines où avoir des enfants c'est sacralisé. Alors que moi je le vis aujourd'hui, c'est une grâce. Mais c'est sur un point aussi de ta vie, il faut le dire, et c'est d'ailleurs, j'en parlais avec ma soeur récemment, je disais, mais en fait, on se pose jamais la question de se dire, ok, t'as des enfants, c'est beau, tout ça, mais quand par exemple t'es dépassé, tu ne te poses jamais la question de comment tu vas gérer tes émotions face à cet enfant-là. Tu vois. Et c'est là où ça, on n'apprend pas à être parent. On n'apprend jamais à être parent. Et c'est là où il y a aussi des dégâts. Finalement, donc oui, je te rejoins là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, être mère c'est beau parce que il y a beaucoup de qualités, ça t'élève à un point où même toi-même tu te rends même pas compte, mais en même temps, il y a aussi beaucoup de remise en question, de changements radicaux, c'est un virage à 360 degrés, et ce virage à 360 degrés se fait sur tous les niveaux, même ton corps, finalement, et ta vie de couple, ton corps, ton travail, ton temps. On parlait du temps tout à l'heure, hors caméra, mais c'est un point important. Donc oui, je salue ce que tu dis. Ouais. Et c'est vrai que c'est un discours déculpabilisant qu'on a eu il n'y a pas longtemps, mais moi-même, j'aurais jamais imaginé qu'à 42 ans, je ne serais pas mariée sans enfant. C'est-à-dire, je n'ai pas grandi en disant je n'ai pas d'enfant. Moi, pour moi, même quand j'ai eu ma période où je me suis dit, bon, de toute façon, je n'ai jamais rencontré personne, pour moi, c'était évident qu'à 42 ans, même si j'étais seule, j'aurais fait un enfant toute seule. Donc du coup, de me dire aujourd'hui, oui, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je suis épanouie, je suis heureuse, pour moi c'est une libération parce que je suis sortie de tout ça
Mais ça a été compliqué. Après, ça ne veut pas dire que peut-être à 45 ans, j'aurai un enfant. Personne ne le sait. En tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant présent, j'en suis complètement satisfaite. Et c'est tout ce qui est important. Ouais, c'est important d'être bien en phase avec ce qu'on aime. Écoute, merci. Ça éclaire tout. Et puis je te disais, oui, donc l'amour de soi, ça aussi, c'est un point qui me titille parce que je me dis, c'est pas facile de s'aimer. C'est pas facile de s'aimer, et d'autant plus quand on n'a pas eu peut-être des bons repères. Et j'ai envie de te poser la question différemment. Si j'étais une jeune fille qui lit ton bouquin et qui a envie justement de s'aimer, qu'est-ce que tu lui donnerais comme tips, De sortir des clichés. Je pense qu'on est dans une société qui nous conditionne à penser d'une certaine façon, aller chercher des choses qui vous titillent, des choses, aller dans les sentiers, pas dans les sentiers battus, justement dans les trucs qui sont un petit peu, qui sortent de l'ordinaire. Moi, je sais que à partir du moment où j'ai commencé à écouter des podcasts de mères qui avaient, truc complètement, de femmes qui n'étaient pas mères, de schémas que j'avais pas l'habitude d'entendre, moi, ça m'a permis d'évoluer et ça m'a permis aussi de me libérer. Et surtout d'en parler. Surtout d'en parler. Moi, étant jeune, j'étais extrêmement complexée. Pourtant, j'avais un corps sans défaut. J'étais à l'aise avec les hommes. J'avais l'impression d'être à l'aise avec les hommes. Je suis quelqu'un qui parle. Genre, je peux parler avec n'importe qui. Je peux me retrouver seule dans un endroit. Je vais toujours réussir à parler avec. Mais j'étais encore dans mes blessures, dans mes traumas, dans cette perception que les autres ont de moi et de ce que je devais donner à la société, que je devais donner à ma mère, que je devais donner à ma famille. Et ça m'a empêché, ça m'a nuit pendant des années. Après, c'est ma perception, encore une fois. À partir du moment où on sort de ça, on s'autorise à être vulnérable. On s'autorise. Et puis, l'amour de soi, on a l'impression qu'il faut qu'on s'accepte entièrement et qu'on se dise qu'on est parfaite. Non, justement. L'amour de soi, c'est de se dire, voilà, il y a des fois, je fais des trucs complètement débiles, je dis des trucs qui n'ont aucun sens, et c'est génial parce que je me permets de me le dire. Exactement. Ben oui, parce qu'en fait, tu acceptes toutes les parties. Exactement. Il n'y a pas que le côté beau de l'amour, non, il y a aussi... Et puis les doutes aussi, hein. Exactement. Je doute énormément, il y a des moments où j'ai absolument pas confiance en moi. Encore hier soir, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai senti ça? Je te rassure. Et puis l'instant d'après, je vais me réveiller, je me dis, oh ouais, c'est bon, allez, on repart en fait. Tu vois, et c'est important de douter, c'est important de se remettre en question, et c'est important des fois de se dire, oui, bah écoute, je m'aime pas. Aujourd'hui, voilà, je me trouve pas belle, mais c'est pas grave. Demain, je me retrouverai belle, ou après-demain, et c'est pas un souci. Mais en tous les cas, c'est accepter, vraiment, et puis de se donner de l'amour. On a tendance à donner énormément d'amour à ses amis, à sa famille. On a une façon de parler aux gens autour de nous, et on a une façon de parler à nous-mêmes qui est horrible. On se dit des choses qu'on dirait même pas notre pire ennemi. Tu vois, on se permet de se juger en permanence, et après, on se rend compte que finalement, bah oui, on s'aime pas forcément. Bah oui, forcément, ouais. Ça a des impacts. Et puis, ça a des impacts sur notre vie, la façon dont on se comporte aussi avec les autres. Effectivement, bah ça, c'est vraiment... c'est bien écrit, et vraiment, enfin, le message passe, encore une fois, c'est un bouquin qui est vraiment très touchant. Et j'aime bien. Moi, j'aime pas m'ennuyer quand je lis des bouquins, parce que ça arrive, hein. Tu lis un bouquin et puis tu dis, oh non, je veux pas le finir. Non, ça c'est bien, très bien. Et je voudrais revenir sur ta page Célib et pas malade. Oui. Bravo. Je dis bravo parce que j'aime bien de l'assumer. C'est bien de l'assumer et puis pouvoir accompagner aussi toutes les femmes, parce que moi je sais que j'ai eu une période où j'étais célibataire, j'étais très bien. Ah oui, franchement, c'était la meilleure période de ma vie. Où tu voyages, tu fais tout ce que tu veux, tu te des comptes à rendre personne, t'es bien. Et justement, je trouve ça bien. Est-ce que tu as eu des retours d'expérience des personnes justement qui sont célibataires et qui, grâce à toi, ont réussi à mieux le vivre? Ah bah tous les jours, vraiment je remercie cette page, c'est vraiment mon bébé. J'aurais jamais imaginé l'impact, ne serait-ce que d'être là aujourd'hui, c'était absolument pas prévu que j'en fasse un métier, que j'en fasse un combat, que j'en fasse tout ce que j'ai fait aujourd'hui, que j'en fasse un livre. Ça m'a permis de me délivrer de tellement de choses, et je reçois tellement d'amour avec cette page. C'est vrai que depuis le début, moi je passe énormément de temps sur cette page, et je passe énormément de temps à échanger avec les gens. Je trouve que c'est important. Et c'est marrant parce que
plus j'ai d'abonnés et moins les gens viennent me parler. Alors que moi, je m'attendais au contraire, tu vois. Tu te dis, ouais, t'as plein d'abonnés, donc tu vas être inondé. Il y a des gens qui me disent, ah, moi, j'ai pas le temps de répondre, je suis là, mais. Et moi je ne sais pas. Mais moi, j'adore parler avec les gens. Et je trouve que c'est important de dire des choses que certaines personnes n'osent pas. Et d'échanger vraiment. Cette page C'est pas malade, je l'ai créée en 2016, en octobre 2016. Je sortais d'une rupture. Et le pire, c'est que j'ai créé mon blog. En fait, je dis ouais, je suis célibataire, je suis fière de. Mais en fait, j'ai créé ce blog-là pour attirer mon ex indirectement. Ce que je ne dis pas dans ce blog, parce que je fais des photos, je lui montre, je fais des articles, je lui envoie. Tu vois, je crée ce lien. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis là en train de dire à tout le monde, ouais, c'est vous êtes célibataire, on s'en fout des ex, on s'en fout des hommes, tu vois. Et c'est toute cette ambivalité, toutes ces incohérences qu'il faut accepter en fait. C'est pas parce que tu es célibataire que tu es seul, c'est pas parce que tu es célibataire que tu ne mérites pas d'être aimé, c'est pas parce que tu es célibataire à 35 ans que tu vas jamais trouver quelqu'un. Et moi je remercie ce célibat. Il y a une période où c'était assumé, il y a une période qui était que j'ai dû supporter parce que j'étais pas alignée avec moi-même. Et c'est la période justement qui m'était imposée indirectement qui m'a fait me rendre compte à quel point j'avais besoin justement d'être seule. Ah oui, c'est important de passer d'être seule. Je pense que c'est aussi une phase où tu apprends à te connaître et tu apprends aussi à vivre toute seule. Parce que ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple parce qu'ils ont peur. En fait. Ils ont peur de se retrouver seuls, d'être face à soi-même finalement. Et ça, franchement, c'est bien parce que je trouve qu'on. De nos jours, il y a encore. Parce qu'en fait, si tu veux, on voit souvent les dégâts. C'est-à-dire qu'on voit des femmes ou des hommes qui sont avec des personnes qui se forcent à être avec des personnes parce qu'elles ne veulent pas être célibataires. Et je trouve que c'est un beau combat. Un beau combat, c'est de pouvoir aussi vulgariser finalement. Et on n'est pas attaché à notre. En gros, on n'est pas. Enfin, c'est pas écrit célibataire sur le front. Voilà, tu peux faire des projets en étant célibataire, tu peux acheter, tu peux faire plein de choses. Et même encore aujourd'hui, on peut pousser encore loin, tu peux faire des enfants tout seul. Enfin, il y a plein de choses. Donc, faut pas s'attacher et puis il faut que ce soit un choix. Exactement. Tout le problème est là. À partir du moment où cette situation-là, elle t'est imposée indirectement, c'est là où c'est grave. Mais que ce soit célibataire ou en couple, peu importe. Et moi, mon message, il est sur le célibat parce que il y a eu une période en 2016 où j'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin qu'on me le dise, j'avais besoin de l'entendre, j'avais besoin de le voir. Et je ne le voyais pas. Voilà. Donc du coup, j'ai créé cette page-là parce que j'avais besoin de ressentir ça et d'être dans cette atmosphère-là. Et je me rends compte que 10 ans après, presque, ça reste encore un sujet. Donc c'est qu'il y avait vraiment une problématique là-dessus. Et après, la perception aussi qu'on a de la femme, il y a tellement d'injonctions qui sont envoyées où indirectement on te dit mais non mais si t'es seule c'est un problème. Si t'es seule, c'est pas personne ne peut te supporter. Non, je suis désolée, tu ne peux pas être seule et être heureuse. Il faut que tu sois avec quelqu'un. Et tout ce message-là où t'as pas d'enfant, non mais attends, pourquoi tu fais pas le mail, presse-toi, t'as pas d'enfant à 40 ans, mais comment tu vas faire? Comme si les gens se disent ah non mais t'es une petite fille, t'as pas de cerveau, tu te rends pas compte toi-même que. Et après, c'est marrant aussi parce que à partir du moment où tu es aligné avec ça, moi aujourd'hui, j'ai des femmes qui ont des enfants qui me disent non mais je t'envie, tu n'as pas d'enfant mais je t'envie. Tu vois. Et du coup, à partir du moment où toi-même t'as pas de sujet avec ça, c'est beaucoup plus simple aussi d'en parler. Voilà, d'en parler et de renvoyer une image qui est apaisée. Moi, la période où j'étais pas à l'aise avec ça, forcément les gens te renvoient ces questions avec lesquelles toi aussi tu te bats, te renvoient cette perception de ouais mais tu vas vieillir toute seule, comment tu vas faire? Et du coup tu te poses ces questions-là, tu es dans le doute et tout ça. Aujourd'hui je suis complètement alignée avec ça. Ça ne me pose aucun problème. Et donc, du coup, le discours n'est pas le même et le ressenti n'est pas le même. Et puis aussi, l'univers t'envoie à un moment donné des personnes qui vivent un peu avec toi aussi, tu vois. Tu n'as plus ce conflit permanent, tu vois. Je pense aussi que c'est ça. Et c'est important, encore une fois, de le dire. Moi, je prône pour... Enfin, on dit alignement, mais voilà, être OK avec ses choix, tout simplement. C'est-à-dire que si tu es OK avec ton choix, tu n'as pas envie d'avoir d'enfants, tu as envie d'avoir des enfants, tu as envie d'avoir 10, 15, 20, enfin, tu vois, comme les gens qui disaient le deuxième et le premier, OK, mais si j'ai envie d'en avoir deux, c'est bon. Si j'ai envie d'en avoir un
seule, c'est bon, on ne te demande pas plus. Surtout qu'après, tu ne seras pas là pour m'aider. C'est ça. C'est mignon, les gens, vraiment, tu fais non, mais quand il faut les garder, machin, mais c'est personne. Hein. Et bien super, en tout cas sur ces belles paroles, je vous encourage à le lire, vraiment, et d'aller l'acheter, c'est déjà la première des choses, et franchement, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, et ça peut libérer aussi beaucoup de femmes, parce que c'est une femme qui l'écrit, mais je pense que beaucoup d'hommes aussi pourraient se reconnaître dans le message, c'est sûr. Du coup, quels sont tes projets aujourd'hui? Alors, mon projet, mon vrai projet, hein, ça c'est encore un dream énorme, ce serait de l'adapter au cinéma. Ah, génial! Ça c'est le rêve ultime, mais bon, je le garde encore dans la tête. Ah bah qui sait, peut-être que tu vas un producteur. Ça c'est vraiment mon rêve, la saga, tu vois, extraordinaire. À la Kunta Kinte, là. C'est le rêve. Là, je vais loin. Mais en tous les cas, là, si on revient à l'instant présent, c'est vraiment d'accompagner les femmes avec un programme, donc le Glow Up que je suis en train de mettre en place, là, où vraiment on se libère. Là, j'attends pas d'être en couple pour être heureuse, j'attends pas la rupture pour être heureuse, je n'attends pas ce travail extraordinaire pour être heureuse, j'attends pas d'avoir le corps extraordinaire pour être heureuse. Voilà, je suis heureuse maintenant et aujourd'hui avec ce que j'ai. Exactement, parce que la vie c'est maintenant. C'est ça, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Et donc du coup, comment je fais pour avoir tout ça sans attendre? Comment je fais pour me libérer? Comment je fais pour aller regarder mes blessures, mes traumatismes, tout ce qui m'a limité, mes croyances, qui ont fait que je me suis conditionnée à penser que je ne valais pas le coup parce que je ne méritais pas. Voilà, comment je fais pour exploser? Comment je fais pour me transformer? Comment je fais pour me révéler? Pour briller. Exactement. Exactement. Et on va arriver sur la fin, mes questions signature. Le podcast s'appelle Le Papillon. Pourquoi le papillon? Parce que le papillon, en fait, il renaît plusieurs fois. et donc, ma question, c'est à quel moment de ta vie tu t'es sentie renaître? C'est à toi de choisir. Il y en a eu tellement. Je pense sincèrement, c'est à l'écriture de mon blog. C'est réellement à ce moment-là, même si ça a mis du temps à se mettre en place, même si ça a mis... mais de réaliser que je pouvais écrire ce que j'avais envie d'écrire et que les gens pouvaient être intéressés par ça, pour moi, ça a été vraiment le début de quelque chose. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai écrit ce blog, il y a tellement de choses qui se sont passées, que pour moi, c'est vraiment ce moment-là, pour moi, qui a été révélateur. D'accord. Et aujourd'hui, j'imagine, avec du recul, comment tu arrives à voir la beauté justement de cette renaissance-là? Quels sont les fruits? C'est vraiment de sortir de la honte et de sortir de la culpabilisation. Vraiment de se dire qu'il y a de la place pour tout le monde et que tout peut se dire avec les bonnes personnes. Ouais, exactement. Exactement. Et si tu avais un message à faire passer à une personne qui a vécu à peu près le même schéma que toi? Alors moi je dirais déjà que tu es exceptionnel. Voilà, ne laisse personne te faire croire ou douter. Tu peux et tu as le droit d'être aimé, et tu l'es déjà, mais tu t'en rends pas compte. Peut-être tu vas aller chercher cet amour dans la mauvaise direction avec les mauvaises personnes, mais déjà commence par t'aimer toi-même, par te donner cet amour. Et quand je dis ça, moi c'est des petits tips. Par exemple, moi je me maquille, je rigole, je me fais des sourires, je me dis ah non, c'est trop beau ce que j'ai fait, ça. Même s'il y a rien d'extraordinaire, même si je ne suis pas Beyoncé ou Naomi Campbell, voilà, je me regarde et je suis Beyoncé. Voilà. Et rien que ça me fait du bien. Et de se dire, voilà, tu as fait quelque chose, tu vas le fêter. Le fait de se dire, voilà, je vais passer un moment avec mon ami, je vais passer un moment avec ma mère, avec mon père, avec... peu importe, chaque instant, en fait, c'est de l'amour. C'est de l'amour que tu donnes, c'est de l'amour que tu reçois. Exactement. Merci Maï. Merci à toi. Je mettrai tous les liens pour retrouver Maï. En tout cas, merci à tous et surtout, abonnez-vous et suivez Maï aussi, je partagerai tout. Merci.